Ben Ali n'est pas parti uniquement sous la pression populaire. En fait, la révolution tunisienne s'est déroulée en trois temps. Un premier temps, en décembre 2010, qui est une révolte largement spontanée de jeunes qui sont pour la plupart sans emploi et qui demandent d'abord, à l'époque, ils disaient le pain et la dignité, c'est-à-dire qu'ils demandent principalement des emplois. Et quand ils sont encadrés, ils le sont plutôt par une base syndicale de gauche. Mais les choses auraient pu en rester là. Finalement, quelques années auparavant, il y avait eu une révolte un petit peu du même type autour de Gafsa, dans la même région, et les choses en étaient restées là. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que cette fois-ci, la répression policière a été très très intense. Il y avait eu mort d'homme avec le décès du jeune homme qui s'était immolé par le feu, et ça a provoqué des manifestations de soutien, une révolte qui cette fois s'est étendue à Tunis, dans les milieux associatifs ou politiques. C'est-à-dire qu'on est passé d'une revendication qui était une revendication essentiellement sociale à une revendication plus politique pour les libertés et la démocratie. Et là-dessus, ça c'est le troisième étage de la fusée, il y a eu une révolution de palais. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens dans l'entourage proche du chef de l'État ont pensé qu'il était plus raisonnable que lui et son clan s'en aillent. Pour ces gens-là, d'ailleurs, il ne s'agissait pas de faire la révolution, il s'agissait de garder le système. Eux auraient espéré en fait garder le système, y compris le parti unique d'ailleurs, simplement en faisant partir uniquement le président et son clan. Ça n'a pas eu lieu parce qu'ensuite les forces révolutionnaires ont imposé un véritable changement de système. Il y a deux choses. Le rôle de la société civile a été déterminant et les Tunisiens ont un parti islamiste ou islamo-conservateur qui finalement, après quelques années d'expérience au pouvoir, a acquis, je dirais, une certaine sagesse. Un peu contre-inforcée peut-être au regard de ce qui s'est passé en Égypte, mais en tout cas, voilà, c'est un parti qui maintenant est relativement raisonnable, a compris qu'il devait vivre avec des formations qui ne partageaient pas ses valeurs ou son projet. Pour la société civile, oui, ça a été totalement déterminant, à la fois, je dirais, au niveau des associations, le secteur associatif, notamment le secteur associatif féminin, qui s'est beaucoup mobilisé au moment des débats à l'Assemblée constituante pour faire en sorte que la charia ne soit pas source de droit, pour faire surtout en sorte que la femme soit l'égale de l'homme. Et puis l'autre partie de la société civile qui a joué un rôle fondamental, c'est le syndicat UGTT, qui est une force très importante dans le paysage tunisien et qui a pris la tête d'un groupe de 4 associations. Il y avait donc l'UGTT, syndicat des travailleurs, l'UTICA, le syndicat du patronat, la Ligue de défense des droits de l'homme et le barreau tunisien, les avocats. Et ce quartet, comme on l'a appelé à l'époque, a joué un rôle décisif pour obtenir des partis politiques qu'ils parviennent à une solution de compromis. Et c'est ça qui a permis de déboucher à la fois sur le gouvernement Joma, le gouvernement de technocrates, en fait, qui a gouverné le pays au cours des derniers mois, et sur un accord, enfin, sur un texte constitutionnel. La situation économique et sociale, c'est un vrai problème. C'est le principal, avec le dossier sécuritaire, le principal dossier qui attend le futur gouvernement. C'est clair que là, si tous les indicateurs sont au rouge ou presque, le chômage a encore augmenté alors qu'il était déjà très fort, notamment pour les jeunes avant la révolution. Le tourisme est à plat, enfin les touristes ne viennent pas, les investisseurs adoptent une position attentiste. Alors ce qu'il faut dire quand même, c'est que les années de transition sont par nature des années extrêmement difficiles pour le développement économique, puisque tout le monde attend de voir comment les choses vont se passer. Donc pendant ces 4 années, le pays n'avait pas d'institutions stables, le pays n'avait pas de gouvernement stable, on savait que c'était des gouvernements provisoires au fond qui se succédaient, et tout ça ne pouvait pas permettre un développement cohérent. Le fait que les islamistes aient été au pouvoir, le fait aussi qu'il y a eu des violences, à 2 reprises l'assassinat de leaders politiques de la gauche, tout cela faisait que ce n'était pas rassurant ni pour les investisseurs ni pour les touristes, dans un pays qui dépend fortement du tourisme. Et par ailleurs, aucune décision sérieuse n'a été prise, si ce n'est un peu de saupoudrage social pour tenter d'acheter la paix sociale. Mais voilà, donc tout est à faire sur ce plan-là, c'est clair. La campagne est très tendue.
parce que d'abord c'est un second tour, donc c'est forcément plus tendu qu'un premier où il y a, le choix est plus large. Et ensuite parce qu'on a deux personnages qui s'affrontent très durement. Il y a à la fois un clivage entre les sécularistes et les islamistes que l'on retrouve dans ce deuxième tour, dans la mesure où Béji Caïd Essebsi est le candidat des sécularistes et où Marzouki, même s'il n'est pas officiellement soutenu par le parti Nadawi, a la base Nadawi pour lui. En tout cas, au premier tour, les Nadawi ont massivement voté pour lui. Donc le clivage qui divise au fond la société tunisienne depuis la Révolution est bien présent à travers ce deuxième tour. Et l'autre élément clé, c'est que les deux personnages représentent aussi deux conceptions de l'État, avec une fracture qui remonte avant l'indépendance. Béji Caïd Essebsi se présente comme un héritier, il a été un compagnon de Bourguiba, un héritier de Bourguiba, c'est un bourguibiste, alors que Marzouki reprend à son compte les thèses de ceux qui on appelait à l'époque les youssefistes, et qui reprochaient à Bourguiba sa politique des petits pas, et qui eux voulaient être du côté des indépendantistes algériens par exemple, et de manière plus générale des tiers-mondistes. Donc on retrouve aussi ce clivage, et ce qui fait que ce deuxième tour, pour cette raison, est très tendu, et ce qui explique aussi que le vote du premier tour ait fait apparaître des éléments très régionalistes dans le comportement des électeurs.